Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo, notamment, je vais répondre à deux des questions qu'on m'a posées. Donc la question de Arthur, donc qui me pose la question. Donc j'adore tes vidéos. Peux-tu me faire une petite vidéo qui décrit comment tu analyses un projet graphiquement et les différents indicateurs que tu utilises. Donc Arthur, on va voir ça juste un instant. Et puis la vidéo de Matt. Pourrais-tu faire une vidéo sur les conseils en investissement en bourse, tout ce qui est hors crypto, quand investir, quand acheter, les analyses graphiques, etc. Donc, je vais aussi répondre à ta question, Matt. Donc, si vous découvrez la chaîne, déjà bienvenue. Donc, vous pouvez vous abonner, nous rejoindre. Donc, dans cette vidéo, je fais l'analyse de projets crypto-monnaies, notamment des projets qui sont moins fortement capitalisés. Donc, c'est des crypto-monnaies sur lesquelles vous trouverez moins de vidéos potentiellement sur YouTube, etc. J'en fais l'analyse graphique, technique, etc. Et je fais aussi un point sur les stocks. Pourquoi? Parce que je trouve que le marché des stocks nous offre aussi de très belles opportunités. Donc, dans la chaîne Amplitude, j'ai fait notamment la présentation de projets qui ont explosé juste après que j'ai fait la vidéo, des projets comme Rocket Lab, ASTS, Robinhood, dont je vais parler tout à l'heure. Ça va me servir d'exemple de ce que moi je regarde quand je choisis une crypto-monnaie ou une stocks. J'ai fait aussi un bilan 2024 des projets que j'ai présentés tout au long de l'année 2024 et les résultats sont plutôt bons, sinon si ce n'est très bon même. Donc je vous inviterai à regarder cette vidéo de synthèse. Voilà, donc on rentrons dans le vif du sujet maintenant. Donc je vais commencer par la question, on va commencer par exemple par la question de Arthur. Voilà, comment est-ce que je fais pour analyser un projet crypto ou un projet de manière globale graphiquement, les différents indicateurs que moi j'utilise. Donc je vais partir par exemple sur le projet Robinhood, je peux partir sur d'autres. Ça va me servir sur la question de tout à l'heure. Ça me permet aussi de faire une petite update sur Robinhood sur lesquels moi je m'étais positionné quelque part par là, sur mon prix d'achat était de 8,47. Là, le marché a complètement explosé sur Robinhood. On est à 588% de croissance, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Je pense personnellement que ça peut nous offrir encore un peu de jus. L'important, évidemment, c'est de prendre des profits à la montée. Ça, c'était ma zone de prise de profit également, où j'ai pris des profits. J'en ai toujours du Robinhood. Et pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est très corrélé au marché des crypto-monnaies. Et donc, du coup, si le Bitcoin continue d'accélérer, que le marché des crypto-monnaies continue à faire parler de lui, potentiellement, on peut encore avoir un peu de hype là-dessus. Donc, évidemment, ça sera très corrélé au secteur des crypto-monnaies. Donc, je vais prendre cet exemple. Néanmoins, je pourrais regarder tout à l'heure un autre exemple. N'hésitez pas aussi en bas de cette vidéo de me mettre des projets que vous souhaiteriez que j'analyse, que ce soit des stocks ou bien des projets crypto-monnaies. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Donc, moi, ça me fait plaisir d'analyser ces projets-là. C'est quand même une passion pour moi. Ça me fait un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Donc moi, pour répondre à ta question, Arthur, sur comment est-ce que j'analyse un projet graphiquement, euh, déjà, premièrement, euh, ma philosophie, je ne suis pas sur du scalping ou du day trading. Donc si vous êtes vraiment, vous découvrez le secteur de l'investissement, du trading, vraiment tout ce qui est trading, scalping, c'est vraiment tout ce qui est plutôt dans un aspect plus intraday. Donc vous êtes vraiment dans des positions vraiment très réactives. C'est pas les mêmes compétences à mon sens, c'est pas les mêmes appétences que être un bon investisseur. C'est même plutôt l'opposé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir dans l'un et dans l'autre, c'est totalement possible. Néanmoins, c'est d'autres formes de qualité. J'ai fait une précédente vidéo, la précédente notamment la toute dernière il y a quelques jours, sur la stratégie de prise de profit, où j'expliquais les qualités intrinsèques d'un investisseur. Et donc, dans l'une de ces qualités, ça reste quand même la patience. Donc, le reste va dans le même sens, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je m'explique. Je n'utilise pas 36 000 indicateurs. Moi, personnellement, je vais beaucoup regarder l'action du prix, le price action. Je vais surtout regarder la dynamique du prix, la psychologie de marché. Quand on est sur des stocks, je vais analyser également les chiffres de l'entreprise, les bilans de l'entreprise, également un point potentiel macroéconomique
macroéconomique. Donc je ferai un point juste tout à l'heure des éléments que moi je regarde d'un point de vue macroéconomique, mais globalement dans les indicateurs techniques, même si voilà, je ne vais pas utiliser du Bollinger, des 36 000 moyennes mobiles, Ikinashi, etc., etc. Donc c'est des outils très intéressants. J'ai eu l'occasion par le passé d'utiliser moi aussi ces outils-là. Au final, moi, dans ma philosophie en investissement, je pense que vous n'avez pas besoin de 36 000 indicateurs. Je mets ici, le seul indicateur que je vais réellement utiliser, c'est le stochastique RSI. Ça aurait pu être le RSI tout court, c'est juste que le stochastique RSI est plus lent que le RSI classique. Et donc du coup, ça permet, puisque moi j'ai une vision plutôt moyen-long terme, donc moi ma time frame que je regarde, c'est pas du daily, mais ça va être plutôt du weekly et du monthly. Ça va être notamment ces time frames-là que je regarde, notamment pour mes prises de position. Et ensuite, quand je descends daily, c'est vraiment pour optimiser ma position d'entrée. Par exemple, sur Robinhood, c'était vraiment dans des zones, j'étais quasiment au plus bas. Mais pourquoi? Parce que on était au plus bas psychologiquement. Il faut comprendre que l'important quand vous investissez à moyen long terme, la notion de psychologie de marché est importante. Le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Ça ne veut pas dire que typiquement les infos que vous avez, que ce soit à la télé, sur les médias, sont erronées. Ils donnent une info, mais néanmoins vous devez vous aussi vous faire votre propre opinion. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie comprendre le sous-jacent. George Soros, qui est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs au monde, c'est ce qu'il explique. Donc, il explique que lui, c'est pas un grand macroéconomiste, néanmoins, c'est un grand psychologue. C'est quelqu'un qui comprend la philosophie des gens, la psychologie des gens. Et pour faire de l'argent, c'est d'abord de comprendre que le marché ne peut pas faire gagner tout le monde. Et donc, du coup, il va aller contre ce qu'il appelle le biais dominant. Et donc, du coup, le biais dominant, c'est qu'est-ce que pense le marché. Donc, quand vous avez un marché qui baisse de manière aussi violente, ça montre quelque part une perte de confiance des personnes pour X raisons, ou potentiellement des gens qui ont peur, des gens qui veulent vendre, etc. Et le marché, ce n'est que la représentation de l'offre et de la demande. Donc plus il y a d'offres sur le marché, moins il y a de demandes, plus ça fait baisser les prix brutalement. D'autant plus si vous avez une bad news, la bad news amène la bad news et amène presque la provocation du pire scénario. Donc je vous inviterai à regarder les travaux de George Soros qui explique cette notion de réflexibilité, qui dit que la cause en devient la conséquence. C'est un peu plus complexe, mais quelque part le fait que tout le monde vende en même temps fait que ça crée le scénario de baisse violente comme ça. Mais c'est là où c'est intéressant. Ensuite, l'autre point, ici, typiquement sur Robinhood, l'élément à regarder, bon, en tout cas c'est pour moi au niveau de mes analyses, le biais dominant c'était quoi? C'était ici, le marché ne fait rien, Robinhood c'est de la merde, c'est fini, etc. Ce qui n'était pas totalement le cas parce que quand on s'intéressait à l'entreprise, les comptes étaient de mémoire plutôt bons et donc, du coup, investir sur Robinhood, c'était quand même un choix judicieux. Et le marché, par la suite, qui était très corrélé au secteur de crypto-monnaie. Si vous croyez au Bitcoin, mais que vous souhaitiez en 2023 vous exposer sur le marché des crypto-monnaies au niveau du marché action, Robinhood, Coinbase et comme d'autres également, faisaient partie des actions qui sont très corrélées au secteur des crypto-monnaies, dont Bitcoin. Ce qui ne pas manqué, donc là ça nous donne un petit x5 très agréable, mais parce que typiquement ici on était dans des phases importantes de dépression, donc je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, je vous inviterai à la regarder, mais vraiment pour la philosophie, c'est investir quand c'est complètement plat comme ça, lorsque vraiment personne n'y croit, mais que vous avez une conviction quand même forte sur le marché, c'est là où il faut vous positionner. Et après, je vous inviterai à regarder la précédente vidéo où j'explique cette stratégie de prise de profit.
Mais globalement, je n'utilise pas 36 000 indicateurs. Je vais surtout, moi, m'intéresser à la philosophie, la psychologie de marché. Moi, c'est ça qui m'intéresse, comprendre finalement qu'est-ce que font les gens et me positionner quand vraiment on est dans ces phases de dépression très fortes ou, pour utiliser d'autres termes, où on a eu les deux phases de capitulation, le prix et le temps. Et si les fondamentaux de l'entreprise sont plutôt bons, donc on peut regarder Robinhood, là, si on regarde un peu qu'est-ce que fait l'entreprise? Si on regarde un peu Robinhood, hop, si je me mets dans, par exemple, tac, 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 éléments financiers, ce qu'on voit, c'est que bon, bah, l'entreprise, là, actuellement, elle a une bonne croissance de son chiffre d'affaires au niveau des bénéfices d'exploitation également. Donc là, elle se refait une santé actuellement. Si on descend un peu, l'EBITDA, pareil, hein, c'est plutôt bon. Quand on regarde maintenant au niveau du bilan de l'entreprise, qu'on va chercher un peu le bilan, grosso modo, donc ça c'est ce que faisait Peter Lynch. Peter Lynch qui était considéré lui aussi comme l'un des meilleurs investisseurs au monde, qui était le gérant de Fidelity. Lui, ce qu'il faisait de manière assez grossière, hein, il le dit lui-même, c'est qu'il regardait l'état global de la trésorerie et le soustrayait à la dette totale. Donc évidemment, les plus puristes vont dire qu'il faut pas, c'est pas ce qu'il faut faire, mais de manière très simpliste, ça vous permet déjà de prendre la tendance. Si on prend la trésorerie actuelle, qu'on enlève les dettes à long terme, qu'est-ce qui reste à l'entreprise actuellement? Donc ça vous donne une tendance globale. Comptablement, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais ça vous donne déjà une dynamique. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise, moi quand je m'étais positionné, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était quelque part là en 2022-2023. En 2022-2023, l'entreprise avait en trésor quasiment 4 milliards. 4-5 milliards en trésorerie, hein, là ce qu'on voit. Et donc du coup, ce que ça nous dit, bah, du coup, si on regardait les pertes de l'entreprise qu'elle réalisait dans les années les plus difficiles du secteur des crypto-monnaies en 2021-2022, par exemple, si je prends le bénéfice d'exploitation, on était sur du moins 531 000, moins 966 millions, donc ce qui est énorme, ça fait peur, mais quand on le met en perspective par rapport à la trésorerie courante moyenne de l'entreprise à date, il lui reste, donc on est sur 5 milliards, donc sur un cinquième, même pas, ici on était sur du un dixième des pertes totales par année de l'entreprise. Donc en gros, si l'entreprise devait perdre, grosso modo, je vous fais à la fourchette, c'est pas ce qu'il faut faire comptablement, mais avec un bénéfice actuel de moins 500 millions, si l'entreprise a 5 milliards en trésorerie, moyennant les dettes totales, etc., en gros, elle peut avoir 10 ans devant elle, hein, moyennant, évidemment, c'est pour les plus puristes, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais ça vous donne la température, donc ça vous dit que l'entreprise a des liquidités et qui fait que du coup, donc du coup, elle peut attendre, puisque là, c'est une question de patience, un prochain cycle des crypto-monnaies. Donc c'est ce qu'on a eu fin 2023 et donc ça n'a pas manqué, hein, le projet Robinhood a accéléré. Donc moi, c'est plutôt ça que je vais regarder en tant qu'investisseur. Je ne vais pas regarder forcément, le seul critère que je vais regarder potentiellement, c'est le stochastique RSI. Mais aujourd'hui, je ne regarde pas forcément le reste. J'utilise beaucoup Fibonacci également et également du coup les zones de support résistance qui sont des zones pour moi intéressantes. Quand vous êtes sur du daily ou que vous faites du swing, du day trading, etc., je comprends que vous utilisiez des indicateurs. Je l'ai fait. C'est très intéressant. Mais quand vous êtes dans une perspective d'investisseur, je pense que c'est une autre logique. Donc voilà pour répondre à ta question, Arthur. Voilà, donc moi j'utilise vraiment pas vraiment d'indicateur. Le seul indicateur, oui, j'oubliais, c'est vraiment un indicateur que je trouve très puissant, qui est où je vais aller chercher les imbalances. Les imbalances, c'est quoi? C'est des déséquilibres qu'il y a au niveau du prix. Donc ça fonctionne très très bien. Souvent, si je reprends, je ne sais pas quelle action je peux vous prendre. Est-ce qu'ici je peux vous donner un exemple, par exemple, d'un élément qu'on a travaillé. Euh, Tac, non pas vraiment ici. Si je prends Coinbase, est-ce qu'on a des choses par exemple sur Coinbase par rapport à des imbalances pour vous montrer l'outil quand je l'utilise qui peut être très intéressant. En gros,
Voilà, si je dois vous le schématiser, par exemple, on le prend là. Hein. Après, il y a sans doute de meilleurs exemples. Sans doute qu'il y a de meilleurs exemples, mais bon, c'est pas grave. On part sur ça. Hein, c'est le voilà. On part sur ça. Si j'ai d'autres idées, bon bah, je verrai tout à l'heure. Les imbalances, c'est quoi? C'est typiquement ces moments-là où vous avez eu un déséquilibre très fort au niveau du prix en peu de temps, ce qui fait que ça crée des gaps, des trous importants graphiquement. Supposons que par exemple, on était là. Donc vous avez eu une forte accélération ici et là vous avez un gros gap. Donc le prix n'a pas du tout été travaillé là, pas du tout ici. Et généralement, même quand vous êtes donc du coup que ce soit, ça marche très bien en daily, en weekly, en monthly aussi. Plus la time frame est éloignée, plus c'est puissant. Quand vous avez des déséquilibres de prix aussi fortes comme ça, que ce soit si on le mettait en weekly, est-ce que je l'ai? Tac, tac, tac. Si je remets, c'était où? C'était quand? C'était en novembre 2024. En weekly, novembre 2024. Tac. Donc ça correspond à février, mars. Je sais plus où je suis. Bon, c'est pas grave, je vais rester en daily. Donc tout ça pour vous expliquer quoi? C'est simplement que généralement le prix, l'action du prix vient rechercher, vient combler ces imbalances généralement, ce qu'on a fait typiquement ici par exemple, où on est venu parfaitement la combler. Hein, donc on est venu mécher ici pour combler cette zone de déséquilibre et ensuite le prix est reparti, etc. Donc là, on a une grosse zone également ici qui n'a pas encore été travaillée. Donc potentiellement, si par exemple le secteur, par exemple du Bitcoin, que le Bitcoin là actuellement va voilà, s'effondre, etc., ça serait pas idiot que de revenir, d'en profiter, que Coinbase en profite pour revenir combler toute une partie de ce déséquilibre-là. Donc c'est totalement possible. Donc ça pourrait être typiquement voilà, combler ici cette zone qui n'a pas été comblée, peut-être les 200 dollars, c'est quelque chose qui est possible. Et si c'est plus profond, aller chercher carrément les 196 dollars. Donc c'est totalement possible. Voilà, donc c'est les seules choses que moi je vais utiliser personnellement. Après, c'est l'action du prix et c'est la dynamique de marché que je vais regarder. Voilà pour répondre à ta question. J'espère avoir répondu à ta question au mieux. Après, donc l'autre question, alors elle était où? Où est-ce que je l'ai mis? Hop, 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 hop. Où est-ce que j'ai mis l'autre question? Elle est plus là. Bon, c'est pas grave. Alors l'autre question de mémoire, c'était pour analyser les actions. Si je dis pas de bêtises, c'était comment on analysait les actions. Bon bah en gros ça me permet de continuer un peu ce que je dis là. Dites-vous que avant même d'investir dans les secteurs des crypto-monnaies ou dans le secteur des actions, c'est toujours intéressant d'aller regarder un peu une dynamique un peu macroéconomique. Donc là, je vais vous inviter à regarder par exemple un site comme Trading Economics qui vous donne bah, les news échos et surtout également des indicateurs macroéconomique. Donc c'est toujours intéressant. Moi personnellement, je ne traite pas les news économiques, c'est pas mon style. Hein. Je ne suis pas derrière mon écran H24 à chaque minute à regarder la moindre news. J'ai une vision plutôt moyen long terme hein, d'investir dans des entreprises auxquelles je crois avec des fondamentaux solides, là où ça nous offre des opportunités d'entrée intéressantes. Ça c'est plutôt mon style d'investissement, mais c'est toujours intéressant de regarder les indicateurs, on va dire, macroéconomiques pour prendre un peu la dynamique du marché. Donc ça vous permet par exemple de regarder ici le taux de croissance du PIB par pays. Donc c'est un site qui est plutôt bien fait. Donc là, ce qu'on voit, bah, typiquement l'Argentine en taux de croissance du PIB, bon, bah, là, elle a eu une très belle accélération. Les États-Unis, pareil, hein, donc quoi qu'on en dise, on est sur du 2,3 actuellement. Donc il y a un ralentissement par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, on est quand même, donc c'est plutôt intéressant. Après, vous pouvez zoomer également, vous pouvez regarder quelle a été l'évolution du taux de croissance, etc. Donc non, là je suis sur le Canada. Hop, je me remets sur hop, les États-Unis.
Tac. Voilà, donc ça vous permet vraiment de voir un peu, de suivre un peu la dynamique un peu globale, macroéconomique. Vous pouvez regarder plein de choses. Vous pouvez regarder aussi, par exemple, le taux d'inflation. Vous pouvez regarder, par exemple, ça c'est aussi un indicateur intéressant par rapport au taux de chômage. Donc là, par exemple, si on prend ce qui nous intéresse, par exemple, la France, on peut même voir actuellement bon, bah, le taux de chômage en France. On voit que malgré le fait qu'on nous dit actuellement, bon, bah, c'est la catastrophe, etc., on voit que le taux de chômage est quand même, par rapport à 2015 en tout cas, il est plutôt maintenu. Donc on est sur du 7,4% de taux de chômage, là où en 2015-2016 on était plutôt dans du 10%. Donc c'est quand même, voilà, c'est des indicateurs intéressants à regarder. Voilà, je vous inviterai à regarder un peu tout ça globalement. Ça vous donne quand même une dynamique globale. Ça ne fait partout, évidemment. Moi, je suis plutôt un investisseur lié aux entreprises, lié aux actions, plutôt un mix entre fondamental d'entreprise, de crypto-monnaie et d'analyse technique. Après, la vision un peu macroéconomique, je vais la regarder rapidement, mais c'est toujours intéressant également de l'intégrer à sa dynamique. Après, comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure pour Robinhood, c'est de regarder un peu tous ces chiffres au niveau du bilan, au niveau du compte de résultat. On peut regarder aussi les flux de trésorerie, regarder un peu comment évolue bah, la trésorerie de l'entreprise. Euh, Si l'entreprise, par exemple, rachète ses actions, donc ça c'est plutôt un bon indicateur. J'aime bien regarder également ce que fait, par exemple, les initiés. Donc là, il y a peu d'initiés, 1% simplement, mais ça nous permet de voir qu'est-ce que font les initiés. Typiquement, les 6 derniers mois, les initiés sont plutôt à la vente. Donc, donc ça, c'est plutôt la philosophie de Peter Lynch qui disait que des initiés qui vendent, ils peuvent vendre pour 36 000 raisons. Ils veulent acheter une nouvelle maison, une nouvelle bague à leur femme ou à leur mari, peu importe. Et donc, du coup, ça ne veut rien dire. Mais quand une entreprise, vous avez des ratios où vous êtes sur du 10 pour 1, 10 actions achetées pour une action vendue, là, c'est vrai que c'est intéressant. Quand c'est voilà, quand c'est des personnes opérationnelles à l'intérieur de l'entreprise qui commencent à acheter, eux, ils sont au courant, ils savent ce qui se passe en interne, peut-être des news qui ne sont pas encore publiques, des nouveaux développements en cours, etc. Fait que justement, c'est un indicateur en plus global. Personnellement, je ne vais pas regarder moi, en tout cas, l'opinion globale des analystes, ça ne m'intéresse pas. Avec l'expérience, les analystes, ce sont des personnes comme vous et moi. L'important, et ça c'est peut-être le mot d'ordre même de la philosophie de la chaîne, c'est toujours de gagner en expertise et ensuite de faire votre propre opinion. Et si vous réussissez, bon bah c'est super, bravo à vous. Et si vous échouez, bah, c'est de savoir aussi prendre la responsabilité et les leçons de ce que de quelque part des investissements qui vous ont fait perdre peut-être de l'argent, mais d'en prendre soi-même aussi sa responsabilité aussi bien sur les gains que sur les pertes. Et c'est surtout d'investir sur vos convictions personnelles. Donc voilà, c'est un peu la philosophie de la chaîne. Euh, voilà, donc moi typiquement c'est un peu les éléments que je regarde dans les actions. Toujours investir au niveau quand c'est plat ici et suivre une tendance d'accélération. Voilà pour moi les points que je regarde. Prochainement, je ferai une vidéo sur des stocks que j'ai acquis dernièrement, justement qui répondent à ces critères-là. J'en ferai une prochainement. Donc voilà pour répondre aux deux questions. L'autre question a disparu, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je pense avoir répondu à ta question. Donc globalement, pour résumer, peu d'indicateurs, c'est-à-dire je submerge pas mon graphique par 36 000 indicateurs, je vais suivre une philosophie d'investissement, euh, vraiment une orientation plutôt psychologie de marché, investir quand justement on est en phase de dépression forte, quand vous avez eu ces deux grosses phases de capitulation, que ça dure longtemps. Donc mine de rien longtemps, bon bah après c'est relatif selon les marchés, mais cette baisse-là, elle est de août 2021 jusqu'à janvier 2024, donc 2-3 ans. Vous avez eu ces deux phases de baisse et se positionner ici, c'était l'idéal pour profiter de cette accélération. Euh,
Voilà pour une petite mise à jour de Robinhood et de ce que moi j'utilise en termes d'indicateurs et également des éléments que je regarde au niveau des actions. Donc une analyse quand même sectorielle, une analyse du compte de résultats, du bilan de l'entreprise, des flux de trésorerie, de qu'est-ce que font les détenteurs du marché, si l'entreprise rachète ou non ses actions. C'est un peu ce que je vais regarder et également globalement une vision un peu cette fois-ci macroéconomique avec des indicateurs clés comme les indicateurs, le PIB, le taux de chômage, le PMI par rapport au taux de confiance notamment des entreprises au niveau de l'investissement. Vous pouvez regarder aussi par exemple l'immobilier. Quand l'immobilier est souvent regardé, pourquoi? Parce que quand les entreprises quand même, commencent à investir dans de l'immobilier, et qui sont prêts à prendre des prêts sur 20 ans, sur 25 ans, etc., c'est que la confiance des ménages revient. Et si la confiance des ménages revient, qu'ils achètent de nouvelles maisons, qu'ils achètent, il faut équiper la maison, etc., etc. Et donc forcément, ça redynamise. C'est les premiers signes, les premiers indicateurs qui montrent que l'économie globale se porte mieux. Voilà pour le point un peu global. Si on doit regarder un peu rapidement Bitcoin, donc par rapport à la précédente vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, ça n'a pas changé. Donc simplement point de vigilance ici, hein, le prix commence à tanguer un peu. Donc on est potentiellement dans des zones ici de distribution. Mine de rien, on a breaké ici cette big résistance depuis 2021. On l'a breaké, ça nous a offert à son plus haut quasiment de plus 50%. Donc ceux qui même sont investis tout en bas ici, qui ont par exemple chopé du Bitcoin à 16 000 dollars, bon bah là ils sont pareil sur du 500%. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Donc c'est des zones quand même de prise de profit. Donc si dites-vous que cette résistance qu'on a mis beaucoup de temps à breaker, bah mine de rien, elle peut repartir, ça peut, je veux dire, on peut venir retester cette big résistance, c'est pas impossible, donc soyez quand même très très prudent. Si je me mets en monthly, par exemple, même par rapport au concept que je vous disais d'imbalance, généralement, on revient combler au moins la moitié de l'imbalance, donc ça nous ramènerait un Bitcoin vers les 82 000, 82 500. Et si vraiment on va chercher de manière plus profonde, on viendrait choper du 72 000 dollars. Donc c'est pas impossible. Donc c'est quand même des zones, voilà, donc soyez prudents, hein, soyez quand même vigilants. Le Bitcoin est quand même, le secteur des crypto-monnaies est très corrélé au Bitcoin et mine de rien, donc 6 mois, si on reprend par exemple ne serait-ce que Robinhood, c'est quand même donc ce que fait les initiés de Robinhood, ce qu'on voit ici, c'est que la plupart sont en vente, même si Peter Lynch, dans sa philosophie, dit que c'est pas assez anecdotique, bah, c'est quand même un indicateur. Il faut quand même prendre ça en compte. Et comme le Robinhood est quand même très corrélé au Bitcoin, donc ça, c'est ce qu'ils ont fait les 6 derniers mois. Donc ils ont vendu quand même en masse. Le problème, c'est qu'ici, on n'a pas l'info de est-ce que c'était il y a un mois, est-ce que c'était il y a 3 mois, est-ce que c'était il y a 6 mois. Ça, on n'a pas l'info. Mais Robinhood a eu une grosse accélération, donc je comprends que les gens prennent des profits, hein, tout comme moi. Moi, j'ai pris des profits. Moi, aujourd'hui, c'est que du gain potentiel. Voilà, je risque plus rien sur cette action. Voilà, donc vigilance quand même, hein, au secteur des crypto-monnaies. On pourrait revenir tester ça. Et donc ça, ce qui ferait que du coup, si le Bitcoin chute, mettons ici, on vient chercher du moins 15%. C'est pas idiot, et plus profond, bah, ça serait du moins 26%. Dites-vous que ça ferait très mal aux altcoins, où on vient chercher du moins 30, moins 50, peut-être moins 60, si ce n'est plus parfois, en termes de retracement. Donc soyez quand même très prudent. Voilà, je pense avoir fait un point global. Après, d'un point de vue macroéconomique, si vous aimez bien regarder ce qui se passe de manière un peu plus macro par rapport à l'or, si on se met en monthly, bon bah clairement nouvelle ATH, hein,
depuis février 2024, depuis un an, pour l'or. Donc là, voilà, on est en découverte de prix. Donc ça montre vraiment encore qu'on est dans une phase d'insécurité. Donc là, le marché, même si les grosses actions, Apple, Facebook, etc., Meta, ont connu des grosses accélérations, ça montre quand même que le marché reste encore fébrile, puisque quand même les investisseurs sont quand même encore très conservateurs, et l'or explose. Donc ça montre quand même qu'on est dans une phase encore où là où on a eu une phase d'accélération. Donc ça, c'est la philosophie de Howard Marks qui expliquait les cycles de marché. Howard Marks, pareil, qui est considéré comme l'un des meilleurs investisseurs. Donc là, on a eu post-Covid une grosse impression monétaire. Donc on a eu une accélération, en tout cas une euphorie en termes sur les marchés, en termes d'investissement et sur les actions, etc. Là, on est dans une phase plutôt où ça commence à tanguer doucement, et on voit que pour l'instant, la confiance n'est toujours pas complètement revenue. Là, on voit bien que l'or performe toujours. Donc voilà, ça donne quand même une vision également un peu macroéconomique, et qui a un impact également dans le secteur des crypto-monnaies, puisque pas mal d'altcoins n'ont toujours pas performé, même si certaines ont très bien performé. Pour l'instant, ce sont on va dire les majors qui performent: Bitcoin, ETH, Solana, etc., etc. Voilà donc pour le point un peu global par rapport à. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu, à me poser des questions sur d'autres points que vous souhaitez qu'on regarde ensemble, et surtout si vous avez des projets que vous souhaitez qu'on analyse, que ce soit des stocks ou des crypto-monnaies, je serais ravi de les analyser avec vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.